Alors justement, la question de la fin du monopole de Bercy dans le déclenchement des poursuites, ça c'est un sujet qui a fait bouillir la salle en fin de matinée ce matin, parce que l'ensemble de nos intervenants étaient très remontés sur cette question-là et sur le fait le statu quo proposé par le gouvernement sur cette loi. Donc est-ce que vous êtes satisfait de cette proposition du gouvernement ? Est-ce que vous allez le voter tel quel ? Et est-ce que le Sénat va essayer d'aller plus loin pour mettre fin à ce monopole ? Je vous laisse la parole en premier. Bonsoir, bonjour à vous tous. Merci de votre invitation. Merci aussi et surtout de votre action, qui est essentielle. Ce que je veux dire au préalable, c'est qu'il y a quand même une conjoncture favorable face à une véritable pieuvre. La conjoncture favorable, c'est que les recettes fiscales s'effondrent et que donc les États, à un moment, sont obligés d'aller chercher l'argent. Parce que c'est pour ça qu'ils le font, ne vous trompez pas. La deuxième raison, c'est le poids des ONG. Et moi, depuis que j'ai commencé le rapport pour la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée avec Alain Bocquet, je suis impressionné de la différence même, j'allais dire, enfin de la fausse différence parce qu'ils font semblant de ne pas savoir, mais ils savent très bien. Mais c'est du niveau d'expertise des ONG qui est capital face à un appareil d'État qui fait semblant de ne pas savoir. J'ajoute enfin, et je ne suis pas suspect, de proximité avec les États-Unis, mais reconnaissons que c'est grâce aux États-Unis d'Amérique et au Congrès américain et à la loi FATCA et donc à un rapport de force d'État à État que le système a bougé. Et il faut le reconnaître parce que sinon, il n'y aurait rien. Et on n'aurait pas pu bousculer les choses. Ce que je veux dire, je vais venir tout de suite au fait. Mais moi, je suis, j'avoue, avec Alain Bocquet, on sort chaque mardi, puisqu'on fait nos séances d'audition le mardi, et pourtant on en a vu des choses. Moi, je suis parlementaire depuis 1997, commence à faire un bail. Je sors chaque mardi de ma séance avec Alain, plus que consterné, écœuré, avec un vague à l'âme, mais je peux vous le jurer, profond. C'est-à-dire, je me dis, mais chaque mardi, j'apprends des choses qui m'écœurent en tant que député de la nation, mais en tant que citoyen. C'est ahurissant. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce qui m'a le plus, le plus effrayé, et ce que j'ai découvert, c'est que derrière la mondialisation, derrière ces choses faussement compliquées, il y a une démission de l'appareil d'État français, je pèse mes mots, qui est liée aussi à un contexte politique. On a couvert ça pendant des années. On a, au nom de l'esprit d'entreprise mal assumé, d'un faux libéralisme, ce libéralisme, ce n'est pas le règne de la jungle, on a donné des feux verts au nom aussi du passage scandaleux, qui est une des causes majeures entre le privé et le public, entre Bercy et les banques, un effondrement de l'appareil d'État français, un effondrement. Et c'est ça qui est le plus grave. Et en même temps, qui est une source d'espoir, parce que si on reconstruit l'État, on aura des résultats. Tout n'est pas la faute de la mondialisation, d'Internet, des échanges, et même de l'Union européenne encore, qu'ils aient une lourde responsabilité parce qu'ils en jouent beaucoup. Mais vraiment, une démission incroyable. Et nous, ce qu'on s'efforce de faire, et je vais venir au point précis, avec Alain Bocquet, c'est de ne pas réécrire ce qui a été écrit par le Sénat très bien, il y a eu le rapport Brard, il y a eu le rapport Montebourg, il y a eu une quantité de rapports. Mais c'est de voir les points, j'allais dire, moi je dis, je suis un peu l'acupuncteur, avec nos petites aiguilles, taper les bons nerfs. Et on s'aperçoit qu'il y a quantité de mesures très précises qui pourraient être prises rapidement à la condition de faire un grand ménage, et un vrai ménage. Alors, je vais être très franc, je ne suis pas là à titre d'opinion politique, parce qu'on ne va pas mettre d'arrière-pensée politicienne là-dessus. Tous les gouvernements ont été très passifs là-dessus. Je sens un réveil dans ce gouvernement et je dis bravo pour ce réveil. Moi, je dis bravo, il y a un réveil. Mais, je mets un mais, attention à que ce réveil ne soit pas un alibi. C'est-à-dire, ça s'agite, il faut quand même faire quelque chose, parce que on a dit qu'on allait lutter contre la finance, donc il faut quand même qu'on sorte quelque chose.
Je fais une parenthèse. Et puis, ça bouge quand même. Les États-Unis font quelque chose. Donc, on va quand même donner un peu... Allez, on va vous donner un os à ronger. Et je le dis sans arrière-pensée politique, parce que le gouvernement d'avant, c'était 1000 fois pire. Donc, il n'y a pas de... Dans cette affaire... voilà. Et c'est d'ailleurs pas une affaire gauche-droite, c'est une affaire au sein de la gauche et au sein de la droite, entre ceux qui croient à la volonté politique, à l'État, à la République, et ceux qui croient qu'il faut tout abandonner. Et alors, j'en veux pour preuve le projet de loi. J'en viens au projet de loi. Projet de loi, il y a deux mesures qui me paraissent très intéressantes, qui sont fortes. C'est l'article, je crois que c'est le 3 et le 10 de mémoire. C'est l'escroquerie en bande organisée qui va permettre de donner des moyens supplémentaires, c'est-à-dire l'application du PERBEN 2 sur, etc. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Qui va, je crois que c'est l'article 3, qui va donner des moyens importants. Et ça, c'était demandé depuis longtemps. Et puis, c'est l'article 10. Mais il y a un point où il fallait prendre la Bastille et où il ne va rien se passer. C'est l'affaire du CIF et du monopole du ministre. Nous sommes sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, ça veut dire quoi ? On a déjà dit ce matin, excusez-moi, oui, ce que c'était le CIF. Est-ce que vous pouvez voilà. le redire pour... Le CIF, c'est très simple, c'est que quand il y a un service fiscal qui voit par exemple, un procureur me racontait, il y a un riche homme d'affaires dans un département qui a un avion privé, un terrain d'aviation, un château, un hôtel particulier à Paris qui ne paye pas d'impôts depuis 15 ans. Bon. Il y a même un juge, il me racontait, c'est un magistrat qui le dit, un juge qui n'a pas payé d'impôts pendant 20 ans. Bon. Ça a été signalé. Ça a été signalé. On a une administration quand même qui sait regarder ce qui se passe. Mais elle ne peut pas saisir le procureur du ressort. Et lui, procureur de la République de ce ressort, me dit, tout le monde le sait dans mon ressort, je le sais, je n'ai pas le droit de saisir pour fraude fiscale. Donc ça doit remonter au ministre du Budget. Le filtre. Alors j'ai reçu le directeur du contrôle fiscal lundi dernier qui me dit, je lui dis combien d'affaires remontent ? Ah, il me dit dans les 15 000, mais 6 000 sérieuses. J'ai dit c'est curieux, j'ai le chiffre là, j'ai mis un mal à l'avoir. Depuis 15 ans ou 20 ans, il y a toujours 1000 affaires transmises par le cabinet du ministre à la CIF, la commission des infractions fiscales, et qui ensuite redescend vers la justice. Alors il me dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas du tout le même nombre. Je lui dis foutez de moi, 994, 1042, etc. Sur ces affaires, vous n'avez que 10% qui donnent lieu à des peines avec prison et qui sont d'ailleurs avec sursis. Donc, et j'ai un magistrat qui m'a dit le blanchiment d'argent est organisé dans notre pays, est toléré au plus haut sommet de l'État, quels que soient les gouvernements, depuis des années. Et le problème de fond, c'est que si vous ne faites pas sauter ce verrou, si vous ne permettez pas que la loi républicaine s'applique sur la fraude fiscale dans tout le pays, comme pour le voleur de mobilette ou le trafiquant de drogue, comment voulez-vous débloquer le système ? Parce que bien évidemment, une fois que vous faites remonter tout au sommet de l'État, ça devient monnaie d'échange. Et donc on est revenu dans une négociation de l'impôt, parce qu'on est dans la négociation de la fraude fiscale. C'est ça la réalité. Je suis désolé d'être cru. Et tant qu'on ne fera pas sauter ce verrou, alors c'est tout à fait symbolique, dans le projet de loi on va ajouter 2 magistrats de la Cour de casse et 2 je ne sais pas quoi. Bon, donc ce que je veux dire c'est que c'est la grande réforme. On va élargir un peu le pouvoir dans la commission. Voilà. Donc l'apport de cette grande loi contre la fraude fiscale, ça va être qu'on va changer le visage des magistrats qui siègent dans cette commission des infractions fiscales. Donc on se fout de nous, pardonnez-moi d'être un peu vulgaire, et je n'en fais aucun élément d'attaque contre le gouvernement parce que c'était pas brillant avant. Donc c'est pas la question, c'est la question de savoir si on veut être un pays adulte. Et au-delà de ça, si on considère que dans le milieu économique, on respecte la loi ou pas. Il y a une confusion qui est faite dans notre pays entre la liberté d'entreprise et le respect de la loi, et le non-respect de la loi. Au point d'ailleurs que tous les gens de Bercy qu'on a auditionnés ont eu ces phrases extravagantes, nous disant, il y en a un qui nous a dit « Ah oui, il y a un effet de balancier. Un effet de balancier, vous savez, il y a des périodes. Il y a eu une période dans les années 90, quand Mme Guigou était là, Lionel Jospin, il y a eu un effort. Après, il y a eu une autre période, bon, je ne cite pas de nom, au ministre des Finances, où on a dit qu'il faut plus de liberté d'entreprendre, même à gauche. Et puis après, il y a eu une période à droite. Et puis après, il y a une période... Là, il y a un petit retour de balancier. Donc, un petit... Mais je lui dis, mais attendez, excusez-moi, l'application de la loi, ce n'est pas une question de balancier. Il me dit, oui, mais vous comprenez, dès qu'on fait quelque chose, on a le MEDEF, on a les associations d'entrepreneurs, on a... Mais je lui dis, mais attendez. On peut... La fraude fiscale, le vol, c'est du vol. Ils défavorisent les entreprises, ils rompent l'égalité des entreprises. Donc ce n'est pas un problème de liberté d'entreprise, c'est un problème d'État.
il n'y a plus d'État. Et j'ajoute qu'avec ce système de passerelle entre le privé, le public, avec un système politique qui a des choses à se reprocher, avec la peur de voir ce que m'a dit un banquier suisse, mais monsieur Dupont-Aignan, vous n'allez pas me dire que vous êtes naïf. Mais vous savez très bien votre gouvernement sait très bien qu'il y a des comptes en Suisse, les services secrets sont là pour ça. Quel est le gouvernement qui va oser publier tout ça? Allez-y, allons-y. Et puis il me dit, de toute façon, et c'est le dernier point que je voudrais venir, attention à ne pas avoir un train de retard. Le compte en Suisse était très bien dans les années 70, dans les années 80. Aujourd'hui, il y a le TGV, il y a Internet. Avec ma tablette, vous ouvrez un compte à Singapour, là je peux vous le faire devant, avec fausse identité, je vous le fais en 5 minutes. Donc, il dit, nous, on va fermer tous ces comptes, parce qu'avec FATCA, on va être obligé. Mais c'est plus simple, vos riches Français se mettent résidents en Suisse ou en Belgique, et ils vivent tous à Paris. Et ils vivent tous à Paris 11 mois sur 12. Et vous ne faites rien. Parce qu'avec le TGV, vous mettez 1h15 pour aller à Bruxelles. Donc, il n'y a plus la peine d'avoir un compte en Suisse ou au Luxembourg, puisque vos riches vont venir habiter chez nous et habiteront en fait à Paris, où ils iront sur les plateaux de télévision vendre leurs livres, présenter leur nouveau cinéma, leurs films, etc. Donc, là, je parle des particuliers, sur l'affaire entreprise. Donc, ce que je veux dire, c'est que, il y a un contexte favorable, il faut y aller, quel que soit le bord politique. Il faut marquer le coup, il faut les tenir à la culotte, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'ils nous racontent des salades en longueur de journée, des auditions ahurissantes, que ce soit des banques, que ce soit des hauts fonctionnaires. 2, il faut faire pression politiquement pour que les gouvernements aillent au maximum, et à cet égard, Offshore Leaks, c'est tout ce que vous pouvez faire est très positif, parce que ça fera péter le système, et c'est comme ça qu'on avancera. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi s'adapter à l'évolution. C'est une guerre de vitesse. Et dans cette guerre de vitesse, il faut fonctionner avec un peu plus de rapidité. Et dernier point, on en parlera peut-être tout à l'heure, la fraude à la TVA. Je voudrais absolument parler avant la fin de séance, si je peux avoir 1 minute, parce que à côté, les riches Français qui sont en Belgique et même les prix de transfert, c'est rien, alors que la fraude à la TVA, on peut très bien, tout à fait bien, facilement, entre guillemets, y mettre fin. La Belgique y a mis fin, l'Angleterre y a mis fin, et nous perdons, je vous le certifie, 10 milliards d'euros par an sur uniquement la fraude à la TVA. Merci. Alors, il a déjà été question de FATCA, on y reviendra après, mais si vous voulez compléter sur le verrou de Bercy en tant qu'élu de la majorité. Non, mais tout à fait. Parce que comme membre de la commission des finances, j'ai droit aux caresses répétées de l'administration fiscale et du ministre des Finances, qui est très réticent. Bon, en même temps, non mais... Voilà, moi je voudrais me faire un peu, non pas l'avocat du diable, mais l'avocat en partie, parce que je partage qu'en partie les arguments du ministère des Finances. Bon. Déjà, une petite précision sur le blanchiment. La loi française a considérablement évolué ces dernières années, puisque depuis la création de Tracfin, cette cellule qui est chargée de repérer le blanchiment. Alors on est passé d'un système où on a créé une liste de personnes qui étaient obligées de faire des déclarations de soupçons. On l'a étendu progressivement. Il y a d'ailleurs des choses à faire. Moi, par exemple, je réfléchis à déposer un amendement parce qu'on a un problème avec les avocats. Et je veux dire que ce n'est pas neutre par rapport à la judiciarisation des conflits. Savez-vous que les avocats, et j'en parle d'autant plus librement, j'en étais un, et j'en redeviendrai peut-être, on n'ont fait qu'une seule déclaration de soupçon. J'insiste, c'est important parce qu'en fait, il n'y a pas de blanchiment, il n'y a pas de fraude fiscale, il n'y a pas d'évasion fiscale, il n'y a pas d'optimisation si 3 conditions ne sont pas réunies. 1, des capitaux. 2, une ingénierie juridique qui peut être le fait des avocats, des gros cabinets de conseil. Et 3, des lieux pour les localiser. Bon, or, dans cette affaire-là, les avocats, notamment depuis qu'on a fusionné les professions de conseillers et d'avocats, finalement, dans les cabinets d'affaires parisiens, c'est le modèle anglo-saxon, qu'ils soient dirigés par des cabinets anglo-saxons ou par des cabinets bien en vue, par des bons avocats qui parfois ont des fonctions ordinales très importantes, qui ont structuré ce modèle économique. Et donc, les avocats n'ont fait qu'une seule déclaration de soupçon en 2011 et ont même attaqué devant le Conseil d'État tous les décrets pris en application de ces dernières années pour modifier le code monétaire et financier, voire même sont allés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je dis ça pourquoi? Parce que sur le blanchiment, on a évolué. Il y a même dans la dernière loi bancaire, j'avais porté cet amendement, obliger maintenant les personnes qui sont assujetties aux déclarations de soupçon à faire des transmissions automatiques d'informations. C'est-à-dire qu'on a fait notre mini-FACTA sur Tracfin. C'est un amendement, j'en avais discuté avec Tracfin et le cabinet, et on l'a porté, et d'ailleurs soutenu très largement par la majorité. Bon.
Donc on peut avancer, et moi par exemple, je réfléchis, je n'ai pas encore trouvé techniquement comment faire, mais faire en sorte d'adresser un signe aux avocats et de demander à la CARPA, la caisse pécuniaire des règlements des avocats, de faire partie des personnes obligées de faire des déclarations de soupçon, parce qu'on a un problème qui est le suivant. Au nom du secret professionnel qu'il faut quand même respecter, on est dans un état de droit, il faut quand même que les avocats... Bon, en même temps, ils s'abritent derrière tout ça et on n'arrive pas à les choper sur les flux financiers. La CARPA, au moins, c'est un signe, puisque c'est par là que passe l'argent, en partie l'argent des clients. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que la question, c'est la collaboration des institutions. Voilà. Par exemple, Tracfin est très efficace, monte en puissance, il faut lui donner des moyens, on lui a donné des moyens. Mais par exemple, Tracfin ne fait pas suffisamment de retour à l'administration fiscale. Donc vous avez, nous, qu'on reçoit les syndicats, par exemple, solidaires des impôts, ils nous disent, mais nous, on aimerait bien que quand Tracfin voit à travers les déclarations de soupçon qu'il y a matière à transmettre à la justice ce qu'elle fait, notamment à travers des notes judiciaires, puisqu'ils ont des magistrats référents maintenant à l'intérieur de Tracfin, ils ont des officiers de police référents, donc ils sont capables d'être des interlocuteurs de la justice et demain du futur parquet financier. Mais nous, on aimerait bien aussi, parce qu'il y a deux choses. Il y a la procédure pénale, il y a la sanction de la loi et la rigueur de la loi, et puis il y a l'argent à faire rentrer dans les caisses. Bon. Et donc, nous, l'administration fiscale, c'est notre boulot. Donc on aimerait bien aussi. Donc je dis, parce que les choses ne sont pas simples. Qu'est-ce que dit aujourd'hui le ministère des Finances? Alors, c'est vrai que moi, je pense que ça doit évoluer. Bon. Le ministère des Finances dit, chaque année, c'est vrai, il y a à peu près 1000 affaires. Bon, ça peut monter en puissance. 90% des affaires que la CIF traite sont transmises à la justice, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, la CIF dit OK, et 9 fois sur 10 dans les affaires qu'elle transmet à la justice, ça donne lieu à condamnation. Bon. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Pose problème le fait qu'on a le sentiment qu'un certain nombre d'affaires sont mises sous le boisseau. Et on l'a vu avec la liste des banques. Oui, donc non mais attendez, je vais au bout de mon raisonnement. Donc c'est un problème. Et c'est en partie ce que disait mon collègue Dupont-Aignan, c'est aussi une monnaie d'échange, c'est aussi... Bon, donc ça, c'est pas possible. Il faut que ça évolue. Bon. Mais en même temps, il ne faut pas mythifier la judiciarisation des conflits, de cette question-là, pour deux raisons. Et j'y reviens à ce que je disais sur les avocats. Bon. D'abord, faites attention, faisons attention à une chose. Je veux dire, vous pouvez donner à la justice beaucoup de responsabilités. Si vous ne lui donnez pas les moyens, vous allez enquiller les procédures. Et donc, au nom d'un combat moral qui est juste, on va créer les conditions d'une perte d'efficience de la répression, qu'elle soit fiscale ou qu'elle soit pénale. Et deuxièmement, vous allez faire entrer un acteur là, majeur, que vous avez peu dans le redressement, qui est l'avocat, et l'avocat spécialisé. Bon. Et donc, moi, je demande à ce qu'on y réfléchisse à deux fois. Donc, il faut qu'on arrive, en disant ça, je joue plus de questions que j'amène de réponses, mais je suis d'accord qu'il faut, à un moment donné, que les choses évoluent, et qu'on arrive à un système où, finalement, on puisse à la fois, je dirais, préserver la capacité que doit avoir l'administration fiscale, qu'il faut conforter, de ratisser l'impôt. Bon, voilà, parce qu'il y a des redressements dans ce pays. Tous ceux qui devraient être redressés ne le sont pas, mais il y en a qui le sont. On ramène entre 10 et 12 milliards. Bon, il faut augmenter la possibilité de le faire et qu'il n'y ait pas de personnes qui puissent échapper au redressement parce que, par exemple, ils ont mal acheté un hippodrome ou mal vendu, etc. Bon, j'en dirai pas plus. Bon. Deuxième élément, et en même temps, qu'un certain nombre d'affaires, parce qu'elles choquent profondément l'ordre public et la morale républicaine, puissent aussi trouver leur sanction pénale. Mais voilà, c'est les deux enjeux. Et je trouve que pour l'instant, plutôt que de le prendre de manière frontale, parce que dans ce combat-là, si vous voulez, Bercy va s'arc-bouter, il faut qu'on arrive à les obliger à le faire. Alors il y a des amendements qui ont été présentés, qui ont été un peu retoqués pour l'instant, mais moi je ne désespère pas qu'un travail combiné de l'Assemblée nationale et du Sénat permet de trouver un point d'équilibre là-dessus, mais sinon vous n'arriverez pas à déposséder Bercy de son monopole. Non mais je le dis parce que je vois tel que c'est fait, il faut qu'on arrive à avancer sur les deux jambes. Voilà. Un des arguments qui était donné ce matin sur ce sujet-là, c'était aussi, au-delà de l'efficacité du contrôle fiscal et de ce qui peut ramener en redressement, c'était aussi d'avoir des peines pour pouvoir éviter la récidive et avoir un pouvoir de prévention par rapport à ces pratiques aussi. Bien sûr, juste... Il y avait, voilà, et puis après on enchaîne sur Fatka. Oui, moi je vais juste dire un mot sur ce sujet-là. Je ne pensais pas dire ça à cette tribune, mais pour le coup, ce que vient de dire mon collègue Pascal Cherki, avec lequel je suis pourtant presque tout le temps d'accord, me laisse un tout petit peu perplexe. Moi, je pense quand même que
on laisse perdurer une justice un peu d'exception et qu'on peut, c'est quand même, on ne peut pas ensuite demander les efforts en matière fiscale. On en a parlé souvent ensemble et on porte le même message, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser perdurer la fraude et l'évasion fiscale parce que ça mine le consentement à l'impôt et que tout l'effort ensuite qu'on peut demander aux contribuables est extrêmement difficile. Ça nous empêche même d'augmenter d'ailleurs les autres impôts parce que forcément il y a un sentiment d'injustice très fort. Ce sentiment d'injustice, il faut y répondre et que tant qu'on aura un parcours judiciaire qui n'est pas le même que pour toutes les autres infractions, on aura ce problème-là. Donc je pense que sur ce sujet-là, il faut quand même rester simple et direct. Nous, on a déposé des amendements en commission, on les redéposera en séance pour qu'il y ait une transmission automatique et qu'on fasse sauter ce verrou de Bercy. On verra qui les votera ou pas. Mais je pense qu'il y a des moments, je peux entendre la résistance au changement, parce que moi, c'est comme ça que je l'entends. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut avancer sur ce sujet-là, parce que sinon, on ne sera pas crédible sur l'ensemble des sujets sur les paradis fiscaux. Voilà. Juste Mathilde, je vais prendre 15 secondes. Moi, c'est pas ça que je dis. Bien évidemment, mais il y a la question fiscale et il y a la question pénale. S'il faut traiter la question pénale pour qu'un certain nombre de personnes n'échappent pas à une condamnation pénale parce que leurs actes sont des actes délictueux, bien évidemment, et c'est le rôle de la justice. Mais il y a aussi la question fiscale du redressement et de ça. Or, le problème auquel on est confronté, c'est que, bien sûr, l'article 40 va permettre d'avancer. Si on étendait l'article 40 aux fonctionnaires de l'administration fiscale, il permettrait d'avancer, mais il y a aussi la nécessité, pour qu'il y ait qualification d'une infraction pénale, il faut aussi d'abord qu'ils aient fait le travail de redressement fiscal. Parce que c'est à l'occasion du travail du contrôle fiscal et du redressement fiscal qu'éventuellement, ils peuvent caractériser les faits qui, de leur point de vue, sont analysés par eux comme une potentielle infraction pénale qui doit être traitée par la justice. Mais les experts qui étaient là ce matin montraient que souvent les moyens d'enquête étaient limités pour l'administration fiscale et qu'il y avait un certain nombre de choses qui devaient être transmises à la justice pour pouvoir être, notamment sur les carousels TVA, notamment sur les logiciels frauduleux, etc., qui devaient être transmises. Je vous laisse la parole rapidement sur ce point et après on essaye d'enchaîner sur FATCA. À tous les deux, allez. 10 secondes sur ce point. Pourquoi je suis en total désaccord avec mon cher collègue, mais je comprends que ce soit difficile pour vous, donc je ne veux pas vous accabler là-dessus, parce que vous êtes toujours très libre dans vos propos, d'habitude. Mais là, vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où il y a ce verrou ministériel, c'est l'ensemble de la chaîne hiérarchique du ministère des Finances qui est bloqué. Et si, dans notre pays, la chaîne pénale ne fonctionne pas en matière fiscale, parce que ce qui est vrai, ce que dit Bercy, et ce qui est non pas totalement tort sur ce point, c'est que les 1000 affaires, elles n'avancent pas dans les tribunaux. Les 1000 qu'on donne chaque année. Elles n'avancent pas, pourquoi? Parce que ce n'est pas la priorité, parce qu'on n'a pas renforcé les pôles financiers, qu'on a même enlevé les effectifs, etc. Mais c'est le cercle vicieux. Comme on bloque au sommet, on ne se préoccupe pas de la chaîne pénale en matière financière. Et donc la seule façon que je vois de débloquer le système, et notre pays ne fonctionne que comme ça, il n'a jamais fonctionné par la réforme, il fonctionne à un moment par des moteurs à explosion. Et si on ne le fait pas maintenant, eh bien ça se fera une explosion beaucoup plus grave. Donc moi je vous dis que le seul moyen d'obliger la chaîne pénale financière à se mettre en œuvre, à renforcer les moyens, à vraiment prendre son rôle à cœur et à faire comme dans tous les pays démocratiques. Aux États-Unis, un type pour fraude fiscale, c'est 10 ans de prison et il part avec les menottes. En France, il y a eu 2 condamnations et des prisons fermes sur des années. Bon, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, ça ne peut plus durer. Et ça va poser des problèmes politiques et démocratiques fondamentaux. Donc c'est pourquoi je pense que c'est en faisant sauter le CIF et peut-être en trouvant des amendements techniques qui permettent de trouver un équilibre, mais ça, c'est au rôle du gouvernement de nous en proposer ou aux 2 assemblées d'y travailler, mais vite. Et à ce moment-là, on retrouvera le travail d'une chaîne pénale. Et à ce titre, le parquet financier n'est pas une mauvaise idée, mais à la condition qu'il n'y ait pas qu'un bonhomme, le parquet financier, qu'un bonhomme, le ministre du Budget. Et surtout, quand le ministre du Budget a un compte en Suisse, c'est quand même gênant. Bon, voilà. Madame Lindemann. Oui, moi, personnellement, je reste convaincue qu'il faut ouvrir impérativement la possibilité pour la brigade de répression, comment elle s'appelle, BNRDF, là, d'être systématiquement avertie des fraudes ou des suspicions de fraude. Parce que nous avons quand même besoin de ne pas avoir un seul décideur. Il faut qu'il puisse y avoir une sorte de respiration entre les deux. Alors, dans un premier temps, on pourrait peut-être limiter
la nature des infractions potentielles qui sont transmises pour qu'il n'y ait pas surembouteillage. Faut-il encore qu'on cible les bons, hein? Donc c'est tout le débat. On essaie de travailler. Oui, ben voilà, c'est ce qu'on pense, c'est les plus gros. Donc on est en train de travailler à des amendements gradués, si je puis dire, avec l'ensemble transmis et puis seulement X% transmis. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument que l'on permette qu'une fois qu'on a transmis à cette brigade, on n'empêche pas la négociation sur le niveau de l'impôt. Parce qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet pénal et il y a le sujet fiscal. Parce qu'ils vont jouer la montre. Dans certains cas, vous avez des structures qui ont intérêt à jouer la montre en disant on va au pénal, c'est long, pendant ce temps-là, on ne paye pas d'impôts, après ils disparaissent plus ou moins, notamment quand c'est des personnes morales, hein, qui s'organisent, etc. Donc il faut que là, et ça c'est un truc juridique assez important à caler, car il ne faut pas que le prétexte du pénal tue la capacité de l'intervention fiscale. Donc ça, pour nous, c'est le sujet compliqué à traiter techniquement. Reste que dans la phase 1, il faut poser le débat. Et il ne faut pas accepter que Bercy dise « c'est pas possible » parce qu'évidemment, une partie de l'interférence technique, il faut quand même que Bercy nous donne un coup de main. Encore que, dans les temps qui courent, il y a des tas de gens de Bercy qui travaillent le jour pour Bercy et la nuit pour les ONG. Donc, on peut peut-être travailler en la matière. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je déposerai des amendements dans cet esprit, en espérant trouver pas mal de collègues qui essaient de trouver... c'est pas si simple, hein, parce que normalement, le judiciaire passe devant le reste. Hein. Donc, on est en train de travailler à ça. En tout cas, il y a des vraies attentes sur ce sujet. On est à avoir vu Cash Investigation cette semaine et le témoignage du directeur financier qui expliquait les techniques pour submerger d'informations le fisc et pour ensuite négocier en toute discrétion. Et il y a un vrai enjeu autour de la publicité des transactions et des redressements aussi qui sont menés pour être sûr qu'il n'y a pas un système à deux vitesses et que les plus gros s'en sortent toujours mieux que les plus petits.